du 7. N'en déplaise, si ces dernières années le parcours de Star Wars sur grand écran ne s'est pas fait sans heurts, l'univers n'a jamais eu droit à autant de bonnes surprises sur d'autres médiums. La série Andor évidemment, dernièrement la série animée Shadow of Maul, mais surtout le cycle Haute République, situé 200 ans avant la menace fantôme, où les Jedi sont au fait de leur gloire et de leur rayonnement. Pas de Skywalker, pas de Sith, que des nouvelles menaces et des nouveaux enjeux. Un projet éditorial, roman et BD qui vient de s'achever sous la plume du scénariste et romancier qu'il avait lui-même lancé, Charles Soule. Le même Charles Soule à qui l'on doit certains des arcs narratifs les plus réussis de Daredevil, She-Hulk, 8 Billion Jennies, La mort de Wolverine, j'en passe. Charles Soule, c'est un honneur de vous avoir avec nous dans Spin-Off. Merci. Et à ses côtés, Aurélien Vives, community manager et rédacteur chez Panini Comics. Bonjour Fred. Bonjour Aurélien, qui est un grand amateur de la bonne auberge. Oui, tout à fait. Ben oui, on est à la maison. Et Lucille Galliot, bonjour. Salut Fred. Directrice des collections Star Wars pour les éditions Pocket, Pocket Jeunesse et les livres audio. C'est ça. Alors, Charles, vous venez de conclure le cycle Star Wars de la Haute République que vous aviez initié avec la lumière des Jedi. Quel regard portez-vous sur l'intégralité de cette collaboration et de ce projet éditorial? Back in 2018, there was an executive at Lucasfilm named Michael Siglain, and he decided that he wanted to make a new Star Wars, a huge Star Wars that, as you said, used bande dessinée, roman, all of the different mediums to find a new way to tell a story about Star Wars. C'est l'éditeur Michael Siglain qui travaille chez Star Wars, qui a eu envie du coup de créer une nouvelle grande histoire Star Wars en utilisant plein de médiums différents, donc comics, romans, aussi manga, plein de choses, tout ce qui était à sa disposition pour raconter une nouvelle saga sous une nouvelle forme. Et c'était en 2018, donc ça commence à dater un petit peu. Oui. M. Siglain a choisi 5 auteurs, moi, Daniel Jose Older, Claudia Gray, Kevin Scott et Justina Ireland. Justina Ireland. Désolé, Justina. And we came together at Skywalker Ranch. Je ne sais pas comment dire. Skywalker Ranch. Oui. Skywalker Ranch, c'est la même chose? Okay. It's universal. Oui, universal. Oui. Pour commencer à créer la Haute République, we spent a lot of time thinking about les choses plus importantes de Star Wars pour les 5 auteurs. And over time, that became the bones, the beginnings of the High Republic. So, sorry for the mix, but... Je vais traduire les parties en anglais, du coup, mais en gros, ces 5 auteurs, du coup, se sont réunis au Skywalker Ranch. Ils ont passé plusieurs jours à discuter pour voir ce qui était pour eux le plus important dans Star Wars, et c'est devenu les fondations de ce qui allait être la Haute République. Et alors, évidemment, ma question suivante, c'est quels sont les fondamentaux, les 5 choses les plus importantes la famille, et la famille fondée. La famille qu'on se crée? Oui, choisie, oui. La Force, absolument, les Jedi, mais pas nécessairement les Sith. Thank you. Thank you. Quelque chose d'autre. Les politiques, c'était important, je pense. Quelques autres choses. Ça, c'est la plupart. Maybe. A threat, fear. We chose fear as something to drive La Haute République, but that was not necessarily something we thought of at the beginning. We fighting oppression is a big part of it. Struggle for freedom is a big part of it, and how it's not just about the special people, not just about the Jedi, but about everybody. And so that was where, the Nous sommes tous les Républiques, the catchphrase, il y a 2 catchphrases de la Haute République. Nous sommes tous la République, et aussi pour la lumière et la vie. And really, that is where we settled.
Lucille demandait si les menaces et donc la peur qui pouvait être générée chez les Jedi faisait partie de ces fondamentaux. Et Charles dit non, pas nécessairement. C'est ce vers quoi on a fini par aller. Mais en fait, ce qui était plus fondamental, c'était de combattre pour la justice, de lutter contre l'oppression et ne pas le faire juste pour les personnages spéciaux comme les Jedi, mais pour tout le monde. C'est ce qui, au bout du compte, aussi a donné ces phrases symboles de la Haute République qui sont nous sommes tous la République ou pour la lumière et la vie, qui sont du coup ce qui a été un peu les flambeaux, j'ai envie de dire, de la Haute République. Et comment s'est déroulée la collaboration avec Kevin Scott, Justin Ireland, Claudia Gray? Comment vous vous êtes répartis? Qui allait parler de quoi? So how did we communicate? How did we talk? How did we do it? And you share the work. Oui, quand la Haute République commençait, il y a 5 projets. Oui, un roman, La Lumière des Jedi, c'est mon roman, mais aussi un roman pour les Jeunes adultes. les lecteurs, ouais, jeunes adultes. Right. Into the Dark, c'est par Claudia. Et les comics de Marvel par Kevin Scott. Les comics pour les jeunes lecteurs de Daniel Jose Older. Et je ne sais pas comment dire middle grade. Jeunesse. Et les romans jeunesse par Justina Ireland. Alors, l'histoire de le commencement de la Haute République, nous coupons, Oui, nous divisons. Entre tous les projets. Oui. And then nous commençons. Nous parlons chaque jour avec le Slack, et aussi le texte, et les téléphones, les Zooms, la communication constante. Oui. Ok, donc il y a eu des échanges permanents tout au long du projet. Et comment vous avez reçu la nouvelle que c'était vous qui alliez ouvrir cette ère avec la lumière des Jedi? Beaucoup de pression, oui. Parce que si ce roman tombait, ne fonctionne pas, peut-être toute l'initiative aussi tombée, oui. So I'll switch to English now. We had all worked so hard to build this over many years, and the first book, the first story anyone would read would be Light of the Jedi. It was the first book out. Ils ont travaillé pendant des années là-dessus et le premier livre que les gens allaient lire, ça allait être son roman La Lumière des Jedi. Alors je le précise pour les auditeurs et spectateurs, La Lumière des Jedi commence par comme un film catastrophe sur un sauvetage où on voit les Jedi mais comme on aimerait les voir le plus souvent, c'est-à-dire des pompiers, des shérifs de l'espace, mais bien intentionnés et qui agissent en équipe, Jedi et Padawan un peu partout pour lutter contre cette catastrophe qui est survenue à un vaisseau et qui a touché plein de planètes. Et vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à lire La Lumière des Jedi. C'est une mise en bouche, mais comme on n'en avait pas fait depuis très très longtemps dans l'univers Star Wars. Merci. So, writing that, beginning with the great disaster, le grand désastre. La grande catastrophe. Grande catastrophe. It was a chance to introduce all of these new characters and give them all a way to do something important and underscore the idea within the High Republic that we are all the Republic. Every person matters. But again, to go back to the earlier question, I just really, really wanted, I gave it my best shot to make sure that all of the work that we did would land. There was so much world building, so many things to present to people, but it also still always had to feel like Star Wars.
Du coup, la manière dont s'ouvre la lumière des Jedi, c'est aussi une manière de présenter ces personnages, de présenter comment ils travaillent ensemble et de souligner justement ce thème sous-jacent qui est nous sommes tous la République et tout le monde est important, toutes les personnes sont importantes. Mais pour revenir à la question initiale, c'est sûr qu'il a donné il a tout donné pour que ce soit le plus clair et que ça accroche tout le monde. Et je rajoute personnellement ce que tu disais pour te rejoindre, Fred. C'est vrai que le début de la lumière des Jedi, réussir à refermer le livre avant d'être arrivé genre à la page 100 ou 150, il faut avoir énormément de sang-froid parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'arriver jusqu'au bout de la grande ouverture, quoi. Et parmi ces multitudes de personnages que vous avez créés, est-ce qu'il y en a un en particulier? Alors, je sais que c'est toujours difficile de choisir un de ses enfants, mais est-ce qu'il y en a un en particulier dont vous êtes particulièrement fier et que vous avez aimé écrire? So was there one character that I particularly found difficult, right? Pleasant. Pleasant. One that my favorite. Yes. Mon favorite? Beaucoup. J'aime les villains, bad guys. Oui, j'aime les villains. Alors, Marky and Rowe, constamment, Marky and Rowe. He's my favorite. He's fantastic. He's messed up. Mais aussi Porter Engle, la lame. Oui. La lame de Bardota. Oui, la lame de Bardota. Et Eva Chris. À cause de la combo musique. À cause de la musique, parce que je suis un musicien. Oui, musicien. Et Eva Chris écoute La Fosse. C'est comme une chanson pour elle. Pour lui? Pour elle. C'est le mot juste. So les trois, je pense. Porter, Eva Chris et Marky and Rowe. Super. Et vous avez écrit sur une ère qui précède La Menace Fantôme, mais vous êtes aussi un des auteurs à avoir le plus écrit sur Dark Vador, et vous avez également écrit sur Kylo Ren, Poe Dameron, de la postlogie. Qu'est-ce qui distingue ces trois périodes, selon vous, qui sont très très distinctes en fait? First of all, I study Star Wars like a university degree, so I know all of it as well as some. But there are people who know it better than me, but I know all of the periods very well. Tout d'abord, il a étudié Star Wars comme si c'était une licence d'université. Il y a peut-être des gens qui connaissent mieux, oui, mais en tout cas, lui, il connaît extrêmement bien toutes les eras. So when I write in the prequels or the sequels or the High Republic, I try to study the way the characters have been portrayed before this. So how Poe Dameron was, how Obi-Wan Kenobi was, all of these things, so that I can write them in a way that will feel correct to any reader, any fan. Donc il a étudié comment les personnages ont été représentés avant ça, que ce soit Poe Dameron ou Obi-Wan Kenobi, pour que justement tous les fans retrouvent cette sensation-là en découvrant ses travaux. And then I just go. You have to, trust your head, trust your heart, and that's it. Et après on se lance, on a juste à faire confiance en sa tête et en son cœur. Mais ce qui est étrange quand on rappelle justement les catchphrases, les phrases cultes de la Haute République, c'est que nous sommes tous la République, donne l'importance à la possibilité de chacun de faire une différence, alors que dans la trilogie originelle, et même aussi dans la postlogie, on est quand même ramené à ce schéma de prédestination d'un élu qui va ramener l'équilibre dans la force. Et c'est vrai que c'est un débat qui est sous-jacent et permanent dans Star Wars entre est-ce que tout le monde a le potentiel de devenir un Jedi ou est-ce que c'est le fait d'une élite. So if I'm understanding this question correctly, it's a big question. It's a complicated question in the fandom. Does everybody have the ability to become a Jedi? And does everybody matter, or oui, it's just an elite? Because toujours, tout le monde matter, right? Mais dans l'autre public, n'est exactement comme ça. Personnellement, je pense c'est
tout le monde a le potentiel de devenir importante ou possiblement pas un Jedi, mais hero, right? Les heroes or just significant within events. And this was important for all of the writers within the High Republic because we all believe that that's true in the world. Et lui, donc, il pense que tout le monde peut devenir un héros suivant les circonstances, et que c'était important en fait pour tous les scénaristes de la Haute République de souligner ça, parce que en fait pour eux tous, c'est quelque chose qui est vrai dans notre monde. Et est-ce que vous avez réalisé que dans cet univers foisonnant qu'est Star Wars, vous étiez peut-être les premiers artistes très récemment à avoir les coups des franches pour inventer un univers sans qu'il y ait tout le temps quelqu'un derrière vous pour vous dire oui mais ça en fait les fans ils aimeraient pas ça. Est-ce que vous avez eu le conscience de la liberté que vous aviez en créant la Haute République? Plus ou moins. You know, il y a quelque chose que Lucasfilm ou le Story Group a dit non, merci, mais non. Mais pour la plupart, nous avons la liberté quand nous créons la Haute République. Parce que la première chose à la novelty, nouveauté, freshness, fraîcheur, ouais. Et c'est s'il y a beaucoup de restrictions, obstacles, c'est impossible, c'est impossible. So freedom, we began with freedom, just like Star Wars. Il y a quelques petites choses, quelquefois les grandes choses that they said no to, but we got to do a lot of big things. Il y a quelques petites choses et parfois quelques grandes choses où ils ont eu quand même des refus, mais dans l'ensemble, ils ont eu les coups des franches et ils ont pu faire plein de grosses choses. Mm-hmm. Et alors moi, j'ai pris le bateau de la Haute République très très tôt. Et comme beaucoup de lecteurs, j'imagine, j'étais impatient d'avoir la première série live dans l'univers de la Haute République, via Acolyte. Et en fait, comment vous avez vécu le succès en demi-teinte de cette série et de sa réception du grand public? Est-ce qu'elle était vraiment représentative de la Haute République? Plus ou moins. Oui, il y a quelque chose comme le barrage Vow ou le Vector, les vêtements, les sabres laser et comme les Jedi utilisent les sabres laser, oui, c'était un exemple de la force très forte, oui, très poisson. In Vernestra as well. Vernestra, oui, oh, okay. Absolument, Vernestra Row. Mais l'acolyte, c'était à la fin de la Haute République. C'est presque terminé. Alors, les Jedi déjà sont influencés un petit peu. Un peu corrompus par les sites de... Par les sites, oui. C'est le commencement de la chute. Oui, la chute. Comme les chutes des étoiles, oui. Les chutes. Alors, c'est un peu différent que la lumière des Jedi, quelque histoire comme ça, parce que ça, c'était vraiment l'âge d'or des Jedi. Mais Acolyte est un peu après ça. How do you feel the fact that the fans were not so happy with the Acolyte, the fact that the series was ended after the first c'est un season? peu triste. It's a little sad, but we still got it. One season is better than no seasons. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a marqué justement en voyant cette série, c'est d'avoir choisi, comme vous venez de le dire, de placer ça à la fin de l'époque de la Haute République, oui. Et de montrer la résurgence des Sith, là où la Haute République, parce que je le répète aux spectateurs, The Acolyte ne représente absolument pas l'esprit de la Haute République dans son intégralité, d'accord. Parce qu'en fait les ennemis que moi j'attendais, c'était les Nihil,
c'était les Drengir, et qui sont, où on sortait justement du sempiternel affrontement gentil, méchant, Jedi Sith, c'est-à-dire que Mark Yonro, c'est un humain qui n'a pas accès à la Force, mais qui est extrêmement malin et qui a accès à une technologie qui lui permet d'être en opposition aux Jedi. Et je me suis toujours demandé pourquoi, en choisissant d'adapter pour la première fois une série de la Haute République, on avait fait abstraction de ces éléments qui sont pour moi fondamentaux dans l'univers de la Haute République. Right. So, if I'm understanding, the question is, why choose something that was not a perfect representation of what the High Republic means to everyone? Fear? Non, pas fear. Je pense que c'était seulement une décision des exécutifs de Lucasfilm. Il fait les choses qu'il pensait c'est le plus intéressant, ou peut-être les filmmakers, right? Leslie Headland. She had a story, and it was set when it was set, and that's what she wanted to tell. So the good news is all of the other stories of the High Republic are still there, and hopefully someday we will see them walking and talking, I hope! Moi aussi. A New Hope! Oui. Star Wars, c'est toujours l'espérance. Oui. Du coup, c'est aussi peut-être Leslie Headland. Elle avait cette histoire qui était déjà en elle et qu'elle voulait raconter à ce moment-là. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont choisi. Moi, je me demande aussi si c'était pas aussi une possibilité de vous laisser finir comme vous le souhaitiez l'histoire avec les Nihil et les Drengir en le situant un peu plus tard. Ça permettait en fait à la fois d'avoir la Haute République, mais sans que ça marche sur les pieds du travail que vous étiez en train de faire aussi. Peut-être. Et comme le dit Charles, en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas un jour cette histoire sur petit ou grand écran. Et c'est un espoir qu'on a tous, qu'on partage tous. En effet, maintenant, il reste encore les coups des franches pour les réalisateurs qui pourraient s'intéresser à cette histoire, de la montrer à tout le monde. Oui. Avec Chris. Je veux dire, c'est... Et on sent, Charles, que vous avez un amour passionné, tout comme les autres auteurs et autrices, pour l'univers Star Wars. Et là, j'aimerais savoir, vous êtes né en 1974, comment s'est passée votre rencontre avec Star Wars? La première fois où vous avez découvert Star Wars? C'était... une nouvelle espérance? A New Hope? A New Hope? Nouvel espoir. Nouvel espoir, ok. Mais j'étais trop jeune pour voir au cinéma c'est compliqué. 1977, oui? Oui. La première fois au cinéma. Alors, je pense que j'ai vu... peut-être 1980 ou 1981, il y a été une re-release, une nouvelle sortie. Oui, une nouvelle sortie au cinéma. Et mon père, il a dit les histoires de dormir, les bedtime story. Oui. À moi et mes deux frères et ma sœur, chaque nuit, Il racontait l'histoire. Mais il a inventé. Il inventait. Il inventait les... Dans l'univers de Star Wars? Oui. Et, all kinds of things. Les nouvelles histoires de sa tête. La fanfiction. Ah, oui. de mon père. Et les toys. Les jouets? Les jouets, absolument. Les jouets de Kenner et les sabres laser dans le... avec les sticks in the yard, les bâtons dans le jardin. Oui, le bâton. And all those things like that. And then après ça, c'était Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Et après ça, il y a pas beaucoup des films, quelques films, sauf les Ewoks. Les Ewoks. Du courage. Oui, et seulement les romans, comme Heir to the Empire, cette trilogie avec Timothy Zahn. Et les comiques, et le commencement d'Extended Universe Extended. L'univers étendu. L'univers étendu. OK.
Oui, l'univers étendu, oui. Et éventuellement, The Phantom Menace. So, mais pour moi, c'est toujours une grande part de ma vie. Oui, Star Wars is always there. Et alors, je le disais tout à l'heure, vous avez beaucoup écrit sur la figure peut-être la plus iconique de la pop culture du XXe siècle, c'est-à-dire Dark Vador. Voilà, ce casque noir, cette force inarrêtable. Et j'écoutais une interview de Dave Filoni qui disait qu'Anakin Skywalker n'existait plus en Dark Vador, que seul Vador, celui qui veut détruire, subsistait. Quel est votre point de vue sur le sujet ? Parce que pour moi, Dark Vador est vraiment un personnage très ambigu, parce qu'il y a énormément de gens qui voient en lui l'icône de Star Wars, mais c'est quand même un génocidaire de premier ordre. Et je me suis toujours demandé voilà, ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce qu'il y a encore du Anakin dans Dark Vador ou c'est autre chose ? Autre chose. Pour moi, c'était un choix de Anakin Skywalker. Le série que j'ai écrit dans les comics, avec Giuseppe Camuncoli pour Marvel. Oui. C'était 25 épisodes de cette comique. Et chaque épisode, c'est une part de le grand choix. Et le choix, c'était pas de Anakin Skywalker, maintenant seulement Dark Vador. Alors, ça, c'est what I think. C'est son choix. Oui. I mean, c'est ce qu'il dit. Oui. C'est ce qu'il dit à Obi-Wan dans la série Obi-Wan Kenobi, quand il lui dit c'est pas toi qui a tué Anakin, c'est moi qui l'ai fait. C'est un choix de tuer Anakin pour devenir Vador, pour peut-être sauver Padmé. On va voir que ça va pas forcément fonctionner, mais voilà, c'est un choix qu'il pose à un moment. Alors soit par amour, certes, mais il a décidé qu'Anakin n'existerait plus après ça. I mean, c'est un choix psychologique, oui. C'est pas vrai exactement, right? Anakin Skywalker still there, right? He exists, but dans la tête de Dark Vador, il n'y a pas quelque chose d'autre. Seulement le côté obscur, seulement Palpatine et seulement la mort. La mort est la rage. La rage, oui. La colère. Oui, la colère. Et la peine. La douleur. Le chagrin, la douleur, oui. Ouais, douleur. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, dans beaucoup des dernières versions qui ont montré Dark Vador réapparaître, je trouve et notamment la série Obi-Wan, on nous rappelle que Dark Vador est vraiment terrifiant. C'est-à-dire que depuis Rogue One, quand on le voit apparaître dans ce couloir, on sait que la mort est très proche de lui, si on le voit. Et je trouve que c'est ça, le Dark Vador, qui, quand j'étais enfant, la première fois que je l'ai vu, m'a effrayé. Voilà, et donc je trouve que je suis d'accord avec ça. En même temps, ce que dit Charles est très intéressant, parce qu'il dit c'est dans sa tête que qu'Anakin a été tué et qu'il est plus que Vador, qu'il n'existe plus que l'empereur, et sa volonté de trouver un moyen de sauver Padmé, bon, au début en tout cas. Mais en même temps, physiquement, Anakin est toujours là. Et c'est d'ailleurs ce que Luke Skywalker nous apprend quand il va réussir à sauver l'âme de son père, d'une certaine façon, dans le Retour du Jedi. Donc les deux réponses finalement fonctionnent. Oui. Mais là où tu as raison, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un Vador extrêmement terrifiant et effrayant, parce que lui-même est persuadé que Anakin est mort. Il le sait juste pas encore. Je trouve que c'est justement c'est ambivalent, parce que je trouve qu'il est important que Dark Vador parte aussi loin dans le côté obscur pour qu'on comprenne véritablement quelle est la force de Luke. Parce que Luke réalise l'impossible, arrive à éteindre Vador pour ramener Anakin. Mais là, c'est un biais personnel. Comme ça, on montre quand même que Luke Skywalker, même si beaucoup de gens préfèrent Han Solo, c'est quand même un badass. C'est possible. You know, one of the very good things about Star Wars is presque toutes les opinions sont recevables. Oui. Et alors, vous avez commencé votre carrière professionnelle en tant qu'avocat, avant que le virus de l'écriture et de la musique s'empare de vous. Est-ce que vous aviez toujours eu envie de devenir scénariste ?
Ouais. Quand je suis un enfant, j'écris beaucoup de petites histoires. Je prends au lycée, à l'université, les classes d'écriture. Scénariste. Oui. Et après, immédiatement après l'université de droit, j'ai commencé à essayer d'être un scénariste. J'ai écrit mon premier roman, c'était The Land of 10,000 Things. Ce n'est pas publié. Pas publié. It's okay. C'est le premier. Et après ça, je commençais à essayer à être une scénariste des comiques. Presque les romans, it's beaucoup de travail. Mais les comiques, c'est un peu moins de travail. Après... Il faut trouver un dessinateur. What? You have to find un artiste. Oh oui, yeah. But that's okay. Après 9 ans, c'est la première fois que je suis vraiment publié avec une petite bande dessinée s'appelle Strongman. Et après ça, les petits comics pour... non, pas petits. Les comics pour Image Comics en Amérique. Et après ça, DC avec Swamp Thing. Swamp Thing. Comment est-ce qu'on dit en Swamp Thing. Swamp Thing? The same. Okay. Et après ça, c'était Marvel avec Thunderbolts, She-Hulk et le moto Wolverine. Et maintenant, nous sommes ici. Et là, vous nous avez parlé de votre papa qui vous racontait des histoires et qui les rendait vivantes dans l'univers de Star Wars. Est-ce que vous étiez l'enfant qu'on imagine plein de ces univers dans sa tête, qui écrit ou dessine au fond de la classe, ou plutôt un très bon élève assidu? J'étais un bon étudiant, oui, mais aussi toujours une personne créative avec la musique. Je joue le violon et aussi la guitare, le piano. C'est facile. C'est toujours les deux choses. Oui, les académiques, les mathématiques, les marques, les grades sont toujours importants. Les notes, ouais. C'est toujours important pour moi. I like to learn, I like to study. But toujours avec ça, la créativité. So it was always the two things. And now I'll speak, this is a point I want to get very correct, so I will say it in English. When I started my law career, I realized that it was a path that would restrict my ability to be a creative person. Because to be a lawyer, you have to put all your time and all your focus into it. It's like being a surgeon or something like that. You cannot let your clients down. And I felt that it would be, for me, a tragedy to cut away the creative part. Donc il a toujours eu deux parties, la partie les bonnes notes, bien travaillées, et la partie créative. Et en fait, quand il est devenu avocat, il s'est rendu compte que ça allait être une tragédie pour lui, parce que pour être un bon avocat, c'est comme pour être un bon chirurgien. On ne peut pas laisser tomber son client, il faut vraiment travailler à fond et être ultra carré tout le temps, et qu'il allait du coup devoir se séparer de sa partie créative, et c'est quelque chose qu'il ne voulait pas, qu'il ne souhaitait pas. D'autant que, en devenant avocat, c'est un petit peu comme quand on a accès à la force, on a deux voies qui s'ouvrent à nous. Soit on devient avocat de Donald Trump ou de fortune milliardaire, ou, comme vous l'avez fait, vous vous tournez vers le droit lié à l'immigration. Est-ce que c'est ce choix, qui est un choix quand même militant, engagé, est-ce que c'est quelque chose qui transparaît dans votre manière d'écrire vos histoires encore aujourd'hui? So, again, just to make sure I understand, it was, when lawyers can have the dark side or the light side as well.
Exactly. Okay. Well, it's true. It's true. Le doigt, c'est une weapon. Une arme. Ouais, une arme, of course, d'accord. Un arme très, très puissant. Mais aussi, c'est possiblement une medicine. Something that helps. Un médicament, un levier. Levier. Ouais. Un remède. Un remède. Remède. Perfect. Parfait. So, it is a choix. C'est un choix. Pour moi, et pour quelques avocats, c'est un choix de l'argent. Oui. Parce que beaucoup des avocats font beaucoup d'argent dans notre travail. Et moi aussi, oui, l'argent, c'est très important. C'est comme on achète les choses. Mais pour moi, j'ai choisi l'immigration parce que c'était une opportunité à aider les personnes. Parce que mes clientes étaient les personnes qui veulent être mariées ou avoir un travail aux États-Unis ou les choses comme ça. And so, dans un c'était une petite a small way, a small fashion. I was able to help their lives be better, right? So money was not the primary motivation for me. L'argent n'était pas sa première motivation, c'était plutôt d'apporter d'une certaine manière une façon d'améliorer la vie de ces gens-là. Et j'ai lu aussi que vous aviez étudié l'histoire de la Chine et de l'Asie, et j'ai rencontré beaucoup d'artistes américains, et c'est assez rare de voir quelqu'un qui fait le choix très très tôt de s'intéresser à vraiment un autre type de culture, à un autre type d'économie. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix et qu'est-ce que vous en avez retiré? J'habite à Hong Kong et Asie et Philippines et Singapour avec ma famille quand j'étais au lycée. Oui, et aussi à l'université. Alors, quand nous sommes là, it just I found it. Sorry, my brain is a little fried. I just found it all very interesting because it was different and unique, and it wasn't me. Before that, I was growing up in the Midwest of America, in Michigan, which is very. Everything is sort of similar. It's all within certain boundaries. Socially, culturally, the cuisine even. Donc, quand il a visité l'Asie avec sa famille, il s'est rendu compte que c'était très unique et très différent de la vie à laquelle il était habitué. Il vient du Midwest, donc du Michigan, là où tout est très normé, que ce soit la vie, le côté social et même la nourriture, la cuisine. Oui, la nourriture. Mais à Hong Kong, I felt my mind explode. Right? So much was new, so much was different. And it was where I became the person that I am now. I love anything I don't already know. Like, I love learning, I love studying. C'est la même chose avec le français. Je suis désolé pour mon français pathétique. Mais, non. Mais c'est toujours la même chose. Quelle est la chose que je ne sais pas? Right? Les places que je n'ai pas visitées, la nourriture que je n'ai pas mangée, la musique, toujours. Ça, c'est le point de la vie, oui? Les choses nouvelles, constamment learning. Apprendre. Oui, constamment l'apprendre, chaque jour. Vous avez écrit des romans, des BD, des comic books, travaillé sur des séries télé. Est-ce que votre état d'esprit est le même, quel que soit le type de médium ou de support sur lequel vous travaillez, ou est-ce que chaque format, enfin chaque médium a une singularité de travail? Oui, singularité. Et il y a les challenges de romans, les challenges de bande dessinée, les challenges de la musique,
Et chaque challenge donne-moi quelque chose de différent. So, I like them all. Different reasons, but I like them all. Et vous avez également œuvré sur Daredevil. On vous doit forcément l'arc narratif dans lequel Wilson Fisk devient maire et Muse, le graffiti killer qui vient d'être adapté dans la série Daredevil. Les vêtements noirs. Oui. C'est un dessin de Ron Garney. Oui. Et donc, qu'est-ce qui rend Matt Murdock si attractif selon vous, ce personnage qui a attiré parmi les plus grands auteurs de comic book qui comptent actuellement? Qu'est-ce qui rend le personnage de Matt Murdock si intéressant pour vous qui étiez avocat également? Oui, c'est un pas, je pense. Mais aussi, Matt Murdock a beaucoup de facettes. Oui, il est tout compliqué. Il est vraiment compliqué. Catholique, il se déguise en démon. Avocat, ninja. Quel est le mot français pour ninja? Ninja. And blind. Oui, c'est la dernière chose, mais absolument, il est blind. Avec... Oui, et aussi, j'aime aussi qu'il fait les affaires du cœur. Sont toujours les tragédies. Oui. Oui, c'est un serial lover. Oui. Et la lover morte. Presque tout, oui. Alors, avec toutes les facettes, c'est possible à faire les histoires vraiment différentes. Oui? Une histoire des ninjas, une histoire des affaires de tête, de cœur. He feels more real than some characters. More like a real person than some comic book characters. Il fait plus réel, plus comme une vraie personne que d'autres personnages de comics. I could have said that. Anyway, it's okay. Et la série Daredevil Born Again s'inspire grandement de votre travail, celle qui est sur les écrans de Disney+ en ce moment. Quel effet ça vous a fait de voir vos créations être jouées et interprétées devant vous? La première, c'est mon travail et aussi le travail de Ron Garney. Et Phil Noto et les autres dessinateurs magnifiques, très, très magnifiques. C'était la plupart de mon réponse à voir Born Again, c'était vraiment excité pour moi. C'est pas exactement exact the way that we did it, but it's very close. It's very close, and you think of all the artists, the artisans, the costume people, les personnes de maquillage, all of that, et aussi l'argent that went into la réalisation de notre histoire. C'est un honneur, c'est un grand honneur. C'était en français. C'est mélange. Et l'autre très grande avocate du monde Marvel, c'est Jennifer Walters, alias She-Hulk. Quel regard portez-vous sur votre collaboration avec Javier Pulido, qui reste un de mes arcs scénaristiques favoris? Oui, Javier is complètement individuel, unique. Unique, oui. Unique. Singulier. Oui, singulier, absolument. He approaches the page, il approche la page avec une vision singulière, oui. C'est toujours de l'histoire. It's always about the story for him. And he will take a script of mine or anyone's and break it apart and put it back together in a way that is always surprising and always beautiful. I feel very lucky to have worked with him. I would love to work with him again someday. We'll see how the circles go.
Javier, il a une manière en fait de prendre un scénario, que ce soit les siens ou ceux d'autres scénaristes, et en fait de complètement le déconstruire, puis de le reconstruire à sa manière, et d'une manière toujours belle et surprenante. C'est un des artistes avec lesquels il a préféré travailler, et il espère qu'un jour il pourra retravailler avec. Et on va voir comment leurs chemins se recroisent. Jennifer Walters est une avocate, Matt Murdock est un avocat. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les distingue, selon vous? Je pense Jennifer et Matt sont dedicated, focused, Dévoués à la droite. Mais je pense ça c'est un peu qu'est-ce que c'est le mot? Controversiel. C'est controversé, je pense. Quelquefois l'autre opinion de cette chose. Mais je pense que Jennifer, possiblement, est le meilleur avocat de Matt, parce que Matt a une attitude à droit, c'est un peu flexible. Souple. Ouais. Souple. Oui. Ouais, Flexible. Souple. Mais Jennifer, non, c'est le droit et le droit. Les clients, c'est la première chose. Et aussi la même chose pour Matt. Mais il y a beaucoup de daredevil dans l'approche de la droite de Matt Murdock. Mais pour Jennifer Walters, elle est toujours Jennifer Walters, avocat. Et tout le monde sait qu'elle est She-Hulk. Oui, c'est une différence, c'est une grande différence. So, whether she is green or she is not, she is always a lawyer. For Matt, he is Daredevil. Daredevil's not a lawyer. Matt Murdock is a lawyer. And he can do what a lawyer can't. Right, but Jennifer is And always... shouldn't. Yeah, absolument. But Jennifer is always a lawyer, no matter what color she is. Et Jennifer est toujours une avocate, quelle que soit sa couleur. Et en plus, je rajouterais, Jennifer était avocate avant de devenir She-Hulk, alors que Matt, il a eu son accident enfant, et du coup, il a commencé à avoir ses pouvoirs et à avoir sa vision de la justice avant de devenir avocat. Donc ça peut aussi expliquer cette différence entre les deux. Et vous avez également eu la lourde tâche d'écrire la mort d'un des plus grands héros Marvel, Wolverine. Et vous parliez de pression autour de la Haute République, mais écrire la mort de Wolverine pour Marvel, ça doit aussi être pas mal en termes de pression sur les épaules. It was one of my first big projects anywhere. And I was working with one of the most significant artists at Marvel, Steve McNiven. C'était son premier gros projet où que ce soit, et en plus il travaillait avec un très gros artiste chez Marvel, Steve McNiven, à qui on devait juste avant ça Civil War notamment. And I thought that if I could succeed, I would have a career in comics forever. Et il savait que s'il réussissait ce récit, il aurait une carrière dans les comics pour l'éternité. But if I failed, mon travail en comics, c'était fini. Mais oui, à l'opposé, s'il échouait, c'était peut-être la fin de sa carrière en comics. Oui. So I decided, what did I have to lose, right? And so I wrote the absolute best story that I could. In English, it's I swung for the fences. Et il a décidé du coup d'essayer de faire la meilleure histoire qu'il pouvait, et pour ça il a donc mis les bouchées doubles, on va dire. Et ça c'est le philosophie que I still have it today. Yeah, it's always every project swing for the fences, because why not? It's the point. I deserve it. The fans deserve it. The artists deserve it. Je change la formulation de la métaphore, et du coup il décide de viser la lune à chaque fois pour tous ses projets. Oh, go to the moon. T'as voulu citer Amel Bent. Ouais, moi je fais des références comme ça. Moi. Et qu'est-ce que tu as dit la première fois?
Mettre les bouchées doubles. To put an extra mile. Extra mile? Yeah, but it wasn't there, so I say to aim for the moon. Merci pour l'exactement. Et tout à l'heure, vous parliez de Daredevil comme d'un personnage auquel on peut s'identifier plus facilement que d'autres personnages de comic book. Wolverine, c'est extrêmement compliqué parce que c'est un personnage avec une histoire et une mythologie énorme autour de lui, mais qui en plus a une galerie de super-vilains moins importante que Spider-Man ou Batman, parce que lui Daredevil, ou Daredevil, parce que lui, comme il les tue, ils reviennent pas, quoi. Ou rarement, à part Sabretooth. Donc comment vous avez géré ce personnage qui est extrêmement particulier, même si tout le monde le connaît? C'est toujours la même chose. Je pense de la personnage. J'ai oublié. Les personnages, je lis beaucoup des histoires et après ça, je tourne avec un cahier, oui, et un stylo. Je pense. Et après ça, j'ai une image de la personnage dans ma tête, et then j'écris. So ce n'est pas la magie ou ce n'est pas quelque chose de mystérieux. C'est seulement le travail, le pensée et l'écrivain, le writing. Et l'écriture. Et l'écriture, oui. Et aujourd'hui, vous présidez également à la destinée de personnages comme Venom ou Spider-Man. Donc, She-Hulk, Dark Vador, She-Hulk, Wolverine, Spider-Man, Venom. Quel personnage manque à votre collection, un petit peu comme les Pokémon? Captain America. Je pense que je peux écrire un bon Captain America. Batman toujours. Tous les auteurs voudraient écrire Batman. C'est le premier travail dans le comic, oui, Batman. Mais Captain America, peut-être un peu plus des X-Men, un peu. Lequel ou laquelle? Ou l'équipe? Oui, possiblement. J'aime beaucoup Professor X. Je pense qu'il y a beaucoup des histoires pour Professor X. DC, la lanterne verte. Green Lantern. Green Lantern. You have written Red Lanterns. Oui, pas c'est la même chose. Oui. Le Red Lantern, c'est la rage. La colère. Oui. Et le Green Lantern, c'est le will. La volonté. La volonté. La volonté, oui. Et aussi, les Red Lanterns sont très petites, une petite équipe, mais les Green Lanterns sont, un cosmique. C'est presque comme le Jedi. Et ça, c'est un peu parce que pourquoi je suis intéressé, oui, en Green Lantern. And then after that, I don't know. Those are the big ones. Those are the big stories. Captain America, Green Lantern et Batman, bien évidemment. Et il y a Professor X. Et professeur Xavier. Et il y a aussi le Charles Soule indépendant avec tous ces titres que vous avez créés chez Image Comics. J'ai cité 8 Billion Jennies, The Lucky Devils. Comment vous trouvez le temps d'écrire tous ces titres très très différents? Oui, je travaille toujours. Chaque jour, travail. Et aussi, Vous avez un rituel d'écriture? Do you have a scheduled work every day? Je n'ai pas besoin d'un schedule parce que chaque jour c'est le travail. Alors, je travaille constamment. C'est usuellement chaque jour est pour un projet ou un autre. So aujourd'hui peut-être pour Lucky Devils. À demain, peut-être pour, Star Wars, quelque chose comme ça. You don't mix your characters during one day? No. Okay. Et j'ai les cahiers. Chaque cahier, c'est pour une histoire. So, j'ai un cahier pour Lucky Devils, un autre cahier pour Kylo Ren,
comme ça. Ça, c'est le process, je pense. Mais pour la plupart, c'est seulement, mais j'aime le travail. Je l'aime beaucoup. Nous aussi. Ouais, merci. On aime bien votre travail. Hein. J'aime le travail, the process of working. Le processus. Le processus en lui-même. Le processus. Oui, I was writing stories before anyone wanted to read them. I was writing stories in, fourth grade. Il écrivait des histoires avant que qui que ce soit ait envie de les lire. Il les écrivait en fourth grade. Alors je sais pas, je dirais que c'est le primaire ou le. Oui, ça, oui. Voilà. Oui. It's all I've ever wanted to do, and so I tried to make my life in a place where it was all I had to do. C'est tout ce qu'il a toujours voulu faire et il a tout fait pour que ce soit en fait ce qu'il ait à faire tous les jours. Et on est heureux. On est heureux que ce soit le cas. Je suis vraiment heureux. Et pour terminer et revenir sur Star Wars, est-ce que vous avez un autre projet dans la Haute République mais je ne veux pas dire maintenant si c'est dans la Haute République ou quelque chose d'autre, la post-trilogie, la prélogie, ou dans la trilogie originale. Oui. Hey. Mais il y a un plus de Star Wars pour moi. C'est très excité de ça. Il sera annoncé. C'est presque là. C'est presque ici, l'annoncement de mon prochaine histoire de Star Wars. C'est pour bientôt. Ça sera en BD ou en roman? Ah oui, vraiment, oui, c'est... Attends pour l'annoncement. D'accord, ok, on attend un petit peu. En tout cas, je vous remercie très, très, très chaleureusement d'avoir participé à ce spin-off. C'était un honneur de vous avoir avec nous. C'était mon plaisir, absolument, merci. Et aussi un grand merci à Aurélien Vives qui a assuré la traduction des mots en anglais. Aurélien. Et Lucille Gallio, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Lisez La Haute République, c'est fini. Vous pouvez récupérer la totalité et vraiment, allez-y. Je fais du prosélytisme pour La Haute République depuis un moment, mais là maintenant, c'est fini. Donc, vous avez la possibilité d'avoir tout bouclé et vraiment, c'est du plaisir. Si vous pensiez que plus rien ne se crée dans Star Wars, c'est faux. C'est faux. Il y a le grand écran et puis il y a ce qui se passe à côté. Intéressez-vous aux à côté. Voilà, merci à vous et on se retrouve mardi prochain à 9h sur la plateforme du Studio 17. À bientôt.